Donc ce soir, nous avons la joie de vous accueillir, Tiffany, parmi nous. C'était un plaisir la dernière fois, c'est un grand plaisir encore. On a pu échanger depuis quelques fois pendant ces 2 ans. Et c'est un vrai grand plaisir de vous retrouver ici, à l'Ancre Malouine. Alors on va commencer tout de suite dans le In Medias Res. Et on va parler de ce roman L'Ami, qui a eu beaucoup de succès, et qui vous a donné de grandes joies, et qui pose des questions de lecture qui m'ont profondément fatiguée. Alors, dans vos titres, très court, tout est dit. Quand l'héros de votre texte précédent, c'était bel et bien, voici cet aéroport qui générait des êtres, des vies, une histoire. Et si vous lui aviez donné le nom de votre personnage féminin, ça lui aurait enlevé le relief que lui tenait ce titre, Roissy, parce que l'espace nourrit le personnage. Et c'est vraiment jusqu'à lui donner sa chair. Eh bien ici, le titre, il est éponyme. Il renvoie à Guy, alors vous ne le nommez pas, mais c'est l'ami, l'objet de cette histoire, mais c'est un peu la même chose, parce que lui aussi, il va fonctionner comme un révélateur de la vie des autres, qui sont ennuyés dans l'apparence et qui ne voient pas au-delà de ces apparences. Alors je peux vous demander si, par sa construction, qui est faite d'aller-retour entre le passé et le présent, entre l'apparence et la réalité, est-ce que ce roman, vous le considérez comme un roman d'apprentissage de soi, comme un voyage intérieur? Oui, alors déjà bonsoir et merci d'être si nombreux, et merci Charlotte de cette invitation, magnifique Charlotte. Tous mes romans interrogent, c'est pas une prétention, en tout cas c'est, en tout cas c'est un but. Tous mes romans et toute mon écriture tend à une interrogation existentielle, le pourquoi je suis là. Si. Il fonctionne. Le pourquoi je suis là, dans ce grand bain d'existence, et qu'est-ce que je fais ici, sont 2 points d'ancrage de toute mon écriture. C'est vrai que dans Voici, cette interrogation, elle parcourt tout le roman, et dans L'Ami, de la même façon, j'interroge, c'est une des questions sous-jacentes de ce pourquoi, à l'aune toujours d'un désastre. Il y a au départ de mon écriture, il s'opère chaque fois une sorte de désastre absolu qui tombe sur le personnage principal, ou les personnages. Il s'agit là en l'occurrence d'un, il y a sa femme, et ce désastre, il décime littéralement. Il détruit, il décime le personnage, il envoie bouler tous ses repères, ça marche, tous ses repères, et j'aime observer les gens quand ils sont... C'est compliqué quand même. Ça marche, il faut ça. C'est-à-dire qu'il va et vient. Voilà. J'aime beaucoup interroger mes personnages quand ils se retrouvent totalement nus et totalement paumés. Comme moi, j'aime d'ailleurs m'observer quand il m'arrive effectivement des désastres. Parce que dans le désastre, vous vous appuyez tout d'un coup sur quelque chose de vous-même qui est du pur vous-même, du pur jus de vous-même. Et ça m'intéresse. Il n'y a plus les balises, il n'y a plus les repères, il n'y a plus le périmètre de sécurité. Et vous revenez à quelque chose de totalement radical qui s'imprime, qui prend absolument racine dans de ce que j'appelle la vraie existence, quoi. Et ça vous ramène malgré vous, hein, j'aime beaucoup le malgré soi, ça vous ramène malgré vous à quelque chose de très puissant en fait, de très organique, voilà. Donc là, je vous ai donné quelque chose je t'ai donné une réponse assez générale, mais c'est vrai que pour ceux qui liront peut-être 1 ou 2 ou 3 romans, vous retrouverez, je pense, cette dynamique-là. Alors, le premier chapitre de ce texte nous plonge dans la vie d'un couple. Il s'appelle Thierry et Elisabeth, avec enfant, Marc. Alors Marc, il est parti vivre sa vie au Vietnam. Il y avait Jules, la chienne, mais elle est morte tout récemment. Et puis, il y a les voisins, Guy et Chantal, dans la maison d'à côté.
Tout ça, c'est banal, hein, ça. C'est très très banal, comme la vie, quand on la frôle. Elle est toujours banale, la vie, quand on la frôle sans jamais la pénétrer. Voilà. Et cependant, il y a des signes, même si on ne sait pas les déchiffrer. Les engueulades entre qui et Chantal. Chantal, les yeux dans le vague, à l'aube, au bord de la rivière, qui est surprise par le personnage, le héros. Comportement étrange. Il y a Guy, qui est rentré tard la nuit dernière dans sa fourgonnette. Et puis, il y a quand même ce drôle de comportement avec les insectes. C'est très intéressant ce que vous écrivez. De parfaits criminels, selon lui. Ils savent bien planter leur dard, ils sont parfaits criminels. Donc, ce chapitre va s'achever sur l'intervention du GIGN et la stupeur de Thierry, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et vous avez écrit une phrase qui m'interpelle. Depuis tout ce temps, j'ai appris à le connaître. Est-ce qu'on vit dans un labyrinthe de reflets qui nous masque la vérité des êtres et des choses et qui nous rend imperméables à tout? Et est-ce que c'est pas un peu terrifiant? Alors, c'est terrifiant. La vie comporte quelque chose de terrifiant parce qu'elle est énorme. Et comme tout ce qui est énorme, la vie comporte du terrifiant. Alors, qu'est-ce qui est terrifiant? Cet écart entre moi et l'autre. Oui, que là, je pousse cet écart au maximum. C'est-à-dire, il nous est tous arrivé à un moment donné dans l'existence, et c'est peut-être le point de départ pour moi, le démarrage de cette écriture, de nous retrouver face à quelqu'un qu'on pensait parfaitement connaître, et cette personne, à travers un deuil, à travers une rupture, une naissance, se révèle tout à coup quelqu'un de tout à fait autre. Soit de façon négative, c'est-à-dire dans une violence absolument incroyable, inattendue, totalement inattendue, et ou dans un moment éblouissant de lumière aussi, ce qui n'est pas le cas ici. Ça, c'est... Moi, j'ai déjà vécu ça, pas jusqu'à ce climax, mais c'est un moment vertigineux. Parce que vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un que vous connaissez depuis 15 ans, 20 ans. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça. Et ça m'intéresse. Si vous voulez, moi, j'écris pas seulement des romans pour raconter des bonnes histoires. Ce qui m'intéresse, c'est quand les histoires tapent dans quelque chose qui me déboussole, qui vient interroger peut-être la totalité de ce pourquoi je suis ici, et de qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce que c'est que l'autre, et comment je m'en sors, et il y a du mystère. Et donc l'autre, oui, l'autre, il y a cet écart entre moi et l'autre, et c'est un écart que je vais interroger dans tout le récit, pas seulement entre Thierry, donc vous l'aurez compris, le personnage principal, et son ami, le voisin qui a commis l'impensable, le pire, le monstrueux, et qui découvre ça, il va découvrir ça petit à petit, enfin très vite quand même. Et cet écart, il existe aussi entre lui et sa femme. Bien Il va exister entre beaucoup. Et donc, si vous voulez, cet écart-là entre moi et les autres, entre vous et les autres, je pense que ça raconte, pour moi, la quasi-totalité de la violence du monde. C'est insupportable. Et pourquoi ça nous est aussi insupportable? Là, on peut le comprendre, mais quand même, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à quoi? Donc c'est pas tant pour moi de dire que c'est foutu, c'est horrible, parce qu'il y a des réponses, mais les réponses ne viennent qu'à partir du moment où on s'interroge. Et encore faut-il, et ça le roman permet ça, c'est génial, encore faut-il pouvoir s'installer dans ce questionnement. Et comme une caméra intérieure, l'explorer et voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça raconte quand quelqu'un, dans nos vies, se révèle être du tout autre. Et c'est vrai que je pense que c'est le point de départ de ce roman. Enfin, le point de départ après... je parle encore plus que toi, je suis désolée. Non, mais le problème, c'est que c'est toi l'invité. Non, c'est pas un problème. Donc voilà. Dès le chapitre 3, on ne sait rien de ce qui est arrivé au voisin, au chapitre 3. Mais il se met en place, et ça rejoint ce que... Je suis obligée de te tutoyer quand même. Ça me dérange pas. Non, mais il paraît que ça se fait pas. Ah bon?
Vraiment chose. Donc se met en place le retentissement intérieur que les événements extérieurs créent chez Thierry. Et cet état de choc, il va rapatrier en lui, ce que tu commençais à dire là, ça va rapatrier en lui d'autres états de choc, des traumatismes qui ont jalonné sa vie. La mort du grand-père, le corps d'Abdan, on attend longtemps avant de savoir ce qui se passe avec Abdan. Des flashs qui vont se préciser au cours de l'histoire, et cette histoire, il nous renvoie, et c'est ça qui est passionnant, elle nous renvoie à ce qu'il y a de plus secret en nous, de plus étouffé, à ce déni permanent de ce que nous sommes. Donc ce drame, il creuse nos drames intérieurs, et on commence alors une sorte d'exploration intime, à partir au fond d'un fait divers. Est-ce qu'il faut, et là je te demande, cette question elle m'intéresse beaucoup, et il m'intéresse beaucoup de te la poser, faut-il de graves déchirures, comme celle qui déchire cette aurore extrêmement tranquille, pour coïncider enfin avec le sens de notre vie? Est-ce qu'il faut être déchiré? Est-ce qu'il faut des déchirures comme celle-là pour coïncider? Tu disais tout à l'heure qu'il fallait des choses de ce type. Alors, énorme question. On est dans un monde où nous sommes assujettis à une certaine quand même position de vivre, position d'achat, injonction de réussite, balise, trajectoire, programme. Je pense que quelque part nous sommes à la fois dans une hyper-connexion, une hyper-possibilité de liberté aussi, mais bizarrement, ce hyper-possible il s'est façonné petit à petit, s'est réduit à une dialectique extrêmement puissante, très 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 oppressante, d'une injonction où il faut absolument que je fais un détour avant de répondre. À une injonction effectivement d'une sorte de programmation de l'existence. On peut l'observer, je vous donne un exemple, parce que là je reste un peu peut-être flou, ne serait-ce que dans le parcours scolaire. Il y a les notes, maintenant il y a le Parcoursup, il y a une sorte de trajectoire préétablie, une sorte de préétablie qui nous amène à nous... Voilà, alors parfois avec joie, mais il n'empêche qu'on s'engouffre là-dedans. Voilà. Et ça devient compliqué. Et je trouve de plus en plus compliqué pour beaucoup de savoir, au fait, dans le fond, c'est quoi, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma vie, puisqu'il y a tellement de réponses déjà toutes faites, votre vie, elle est réussie, là je vous apprends rien, c'est assez cliché ce que je dis, mais je veux dire, quand on sait qu'un jeune adolescent sur un parcours de 400 mètres voit presque 2000 images, soit par son téléphone, soit par les affiches de pub, soit par la télé et les écrans, qui lui donnent d'avance le résultat de qu'est-ce que c'est qu'une vie bien réussie et une existence bien menée, ça devient compliqué. Et moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de gens libres, en fait. Les opinions sont absolument les mêmes. Les réactions sont les mêmes, assez typiques, qu'elles soient d'un côté ou d'un autre. On est un peu à la surface comme ça, on est un peu devenus des épilepsies d'opinion, voilà. Parce qu'on ne prend pas le temps, parce qu'on ne plonge pas. Alors oui, dans ce monde-là, dans lequel nous sommes, où le temps de la contemplation, de la flânerie, du zigzag n'est presque plus toléré, du handicap, du un peu paumé, du un peu dépressif. On n'a pas le droit d'être malade. Enfin, je veux dire, vous avez un enfant, vous êtes à l'hôpital, au bout de 3 jours, vous devez dégager en super forme. Et tout est comme ça. Donc, il y a un moment donné, il n'y a pas de temps, il n'y a pas beaucoup de propositions, juste de temps de je me pose. Et bien sûr qu'il y a des gens qui prennent ce temps, hein, mais il faut le prendre, il faut l'arracher. Et pour beaucoup, c'est effectivement un tsunami ou un coup de poing qui va tout d'un coup réveiller, ouvrir la vision, réouvrir le regard, obliger à une descente à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire que
tout le monde, il faut ça. Je pense qu'il y a des parcours, il y a des gens qui sont je dirais que les écrivains sont dans des ascèses, hein, c'est un boulot énorme. Et par exemple, moi, on m'a demandé récemment là, pourquoi j'écris, bah, c'est exactement la raison pour laquelle j'écris. C'est que pendant 6 mois, 7 mois, je m'oblige, je m'astreins à aller à l'intérieur. Et ça me prend du temps. Et ça prend un temps, et ça me donne c'est un boulot considérable. Et je dirais que c'est le boulot de ma vie. C'est pas de savoir conduire ma bagnole, ça c'est le boulot de ma vie. Et je n'ai pas forcément une réponse, mais en tout cas là, voilà, ça m'interroge, j'y vais, je creuse, voilà, je fais qu'une pelle. Et pour beaucoup, ben, on a tellement de trucs à faire, il y a tellement de trucs possibles maintenant aussi à faire, il y a ça aussi, qu'on oublie, on oublie, puis arrive un deuil, arrive une mort, et là, tout d'un coup, paf, ça saigne. Et oui, je pense que là-dessus, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est à travers, alors malheureusement pas, il faut pas, je suis pas dans un... Mais de toute façon, une vie sans... C'est rare quand même une vie sans chaos. On essaie de nous dire que c'est possible, moi je crois que voilà, la vie c'est complètement, c'est un truc voilà, organique, sanglant, sublime, c'est comme l'amour, c'est pas un truc facile, c'est un truc magnifique, somptueux, mais quand c'est somptueux, voilà, ça veut dire que ça vous force, quand vraiment vous vivez la vie, bah, vous allez aller dans des zones d'épouvante, vous allez aller dans des zones de sublime, vous allez aller dans les zones de risque absolu, et de blessures, de joie. Ça fait partie du truc, quoi. C'est pas lisse. Alors, au fil de l'histoire, c'est la vie de... Non, c'est pas ça que je vais vous demander d'abord. Le chapitre 4, il commence comme un coup de poing. Arrêtez! Confirmé par la ponctuation affective. Elle est étrange, la tonalité de ce chapitre. Le mot est lâché, hein. Les voisins et amis sont arrêtés. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que paradoxalement, ce sont les innocents qui subissent l'interrogatoire. Et comme si la culpabilité s'était inversée à partir de ce mot ami. Ami avec le criminel. Comme si le crime, ça devenait le leur. Comme si leur aveuglement, c'était l'objet du délit. Et le policier, il les traite franchement, Tiffany, comme de futurs gardes à vue, dont ils reconstruisent la vie banale, presque en complicité, quoi. Comment ne pas s'être interrogé? Et alors, le monde vacille pour Thierry et Elisabeth. Thierry et Lisa, vous dites plus souvent Lisa. Et le texte s'achève sur « Je vous embarque ». Alors, on passe quand même d'un fait divers policier au portrait d'un homme. Tout est remis en question, tous les fondements. Eh bien, je me suis demandé si votre titre ne devenait pas très ambigu. Qui est cet ami? Celui qui ne l'était pas, le serial killer, ou celui qui l'était et qui n'a rien vu venir? C'est très très fort, votre titre, Tiffany. Est-ce que le serial killer n'était pas l'ami non plus? Ah oui. Ça, c'est l'énorme question aussi. Parce que là, vous allez dire à la fin, il regrette. Ah ben, mais ça, on ne va pas y arriver tout de suite. À la fin. C'est flou, c'est pas aussi net. Oui, c'est pas aussi net. Ça dépend de... Mais la question se pose, et c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Et elle est terrible, cette ambiguïté. Elle court sur... elle est terrible et elle est là. Et de toute façon, à partir du moment où la zone on va dire le pilier a été dévasté par justement cette arrestation massive et que l'autre soudain coup apparaît sous une image, il y a quand même le GIGN, donc il peut assez rapidement comprendre qu'il se passe quelque chose d'absolument terrible en face et que cette personne a opéré quelque chose d'horreur, d'horrible. Oui, là tout d'un coup tout devient flou, tout perd de sa contenance. Et ça, évidemment que pour Thierry, c'est d'autant plus monstrueux ce qui arrive, qu'effectivement le regard du flic et du monde, c'est ça. Parce que là, il y a tout d'un coup quelque chose qui se lève. C'est aussi ce roman, j'aime bien explorer les questions à lesquelles la société répond pas. Parce que quand il vous arrive un truc comme ça, si tant est que ça vous arrive,
même si c'est en moins grave. Là, vraiment, je pousse le curseur au maximum. Mais il n'empêche, qu'est-ce que disent les gens? Quelle est la réponse de la société? Il y a deux réponses. La réponse première, c'est « Oh mon Dieu, je suis désolée pour toi, c'est horrible, de toute façon, on ne peut pas voir ce genre de mec, on peut rien voir. Okay. Deuxième réponse, « Attends, je ne comprends pas comment tu as fait pour ne pas voir. » C'est ça. Point barre. Il y a une ou deux réponses. Que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Vous restez avec quelque chose de vertigineux. Vous restez avec comment j'ai fait, effectivement, pendant 5 ans, pour ne pas voir. Même si le flic lui dit que c'est pas possible, et alors, vous restez quand même avec ça. Ça va vous coller à la peau. Et là, il y a une sorte de culpabilité. Il y a aussi une remise en question. En quoi je suis, peut-être que j'étais quelque part. Là, oui, c'est ça. Voilà. Mais cette complicité de la barbarie. Et oui, je vais refaire le carreau. Le carreau, il est cassé. Par qui? Et c'est moi qui vais le refaire. Quoi. Mais cette complicité-là, elle interroge quoi? Elle interroge notre concept. Pour moi, elle interroge ma complicité. Mais où? Quand je suis dans le métro et qu'il y a un corps et qu'il est 8h ou 9h du matin et que je passe devant ce corps et qu'une petite pensée me dit mais peut-être que le mec est mort, et je dis je suis en retard. Et je passe. Voilà, c'est ça que ça interroge. C'est que là Thierry, lui, se retrouve avec cette énorme question sur le mal, parce qu'on est sur la question du mal. Ça aussi, c'est une question qui va courir, qui est une question dans notre société, qui revient constamment tous les soirs, à 8h du soir, dans notre poste. Alors, deux questions à partir de là, effectivement. On est à la fois, nous sommes affamés de mal dans cette société, affamés. C'est un appétit. Je pose la question dans ce roman de d'où vient cet appétit et qu'est-ce qu'il raconte de nous. Parce qu'il faut le faire quand même. Hein. Des gens qui tous les jours, à 8h, se prennent une demi-heure d'horreur. La deuxième question, c'est elle est où la complicité à partir de cet appétit? Et chez Thierry, elle est où la complicité, effectivement, à partir de cette amitié? Alors qu'il ne savait rien. Et que lorsqu'on regarde des horreurs dans le poste, on n'y est pour rien. N'empêche que, voilà, tout ça devient trouble. Tout d'un coup, moi, c'est ça que j'aime explorer dans la vie. C'est toutes les zones très troubles, en fait. C'est la personne dans une bagnole qui est très calme, très gentille, une copine, et qui est quelqu'un de très serviable, très sympathique, qui est vraiment la fille sympa, solide, bonne, super famille, ses enfants sont superbes, et tout d'un coup, on est en embouteillage et elle pète les plombs, et elle se met à insulter les gens, elle se met à dire des choses absolument abominables, à maudire les gens. Ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les zones, moi, chez les gens, où tout d'un coup, clips, ça déclipse, si vous voulez. Et chez Thierry, qui est un type très ordinaire, effectivement, qui a l'air d'être quelqu'un de très ordinaire. J'ai pris quelqu'un, voilà, qui s'est bien installé, qui a ses fondations, qui a ses habitudes. Tout d'un coup, qu'est-ce que cette amitié-là cette amitié avec Guy, tout d'un coup percutée de plein fouet par cette arrestation, qu'est-ce que ça va raconter? Voilà. Mais de façon très très large, finalement. On va à la fois à l'intérieur de lui-même, mais aussi dans le monde, dans notre monde. Et qu'est-ce que ça raconte de notre monde? Parce que c'est toujours pareil aussi. Le singulier et le pluriel. C'est-à-dire que voilà. C'est une histoire qui vient raconter beaucoup de choses, sur ce que nous sommes. Et pour moi, c'était absolument nécessaire puisqu'on est aussi affamé du mal, prenons à bras-le-corps la question du mal. Mais allons dans le mal total. Est-ce que notre société a une réponse sur le mal absolu? Voilà. Et ça devient métaphysique. Est-ce que notre société, est-ce qu'elle veut avoir réponse à tout? Les gens vont avoir maintenant, en ce moment, il y a une hystérie de la réponse. Les gens veulent avoir des réponses. Ils deviennent dingues, ils deviennent violents, ils deviennent méchants. C'est l'injonction de la réponse. On ne peut pas rester sans réponse. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, c'est tout ça. Et moi, je suis un écrivain en ce sens-là, qui s'interroge pourquoi. Pourquoi il faut absolument une réponse? Pourquoi ces gens deviennent-ils hystériques? Parce qu'ils veulent une réponse. Absolument, maintenant, là. C'est ça qui me...
voilà, qui va travailler tout le corps du texte, et Thierry, qui se retrouve les bras ballants avec ça. Et j'ai toujours, voilà, j'ai toujours pensé, Thierry, il existe, hein, Thierry, il y a plein de Thierry, puisque à chaque fois que vous avez l'arrestation d'un tueur ou d'un drame épouvantable, vous avez toujours à la télé le petit encart sur les gens, les voisins, qui vous racontent, mais je comprends pas, ils étaient très sympas, ils étaient super sympas, ils donnent des bonbons aux chiens, enfin pas aux chiens, ça c'est pas sympa. aux enfants, pas aux chiens, surtout pas de bonbons avec les chiens. Alors, voilà, enfin, très sympa. Et il y a la sidération. Et donc j'ai voulu, voilà, je me suis dit, bah, moi ça m'intéresse de savoir, justement, pas du tout, ça m'intéresse moins justement d'aller, je change d'axe, là où normalement tout le monde s'intéresse justement dans notre monde au tueur. Moi ce qui m'intéresse c'est le mec qui a fréquenté le tueur, en fait. Et ça m'intéresse. C'est ça, c'est nous tous, au fait. C'est ça, bien sûr. C'est avec la surimposition du lecteur derrière. Alors, au fil de l'histoire, donc, c'est la vie de Guy, je rebondis sur ce que tu as dit, qui se surimpose au présent policier, qui se met en place une introspection pour qu'on se retrouve dans une situation aussi tragique. Et alors, le policier, il est très arrogant, il lui dit rien. Et il y a une angoisse qui naît de cette approche fragmentaire, mais qui laisse dans l'ombre l'essentiel. Parce que l'essentiel, il n'est pas forcément où on l'attend. L'affaire policière, c'est un prétexte à la reconquête de soi. Moyen d'une relecture du passé, de ce qui nous a amené à cet aveuglement, volontaire ou non, qui bouscule tout et ébranle l'histoire intime. Le couple de Guy et de Chantal, est-ce que c'est pas le miroir du leur, à l'aune duquel ils vont mesurer leurs failles, leur enlisement, leur lâcheté? Parce qu'au fond, Tiffany, ne pas voir l'autre, est-ce que c'est pas le refus de se voir soi-même qui obligerait à assumer ses failles? Oui, quand on dit je ne veux pas savoir. Si vous voulez, c'est vrai que des gens qui ont un discernement absolu sont rares. Il faut une immense sagesse pour arriver là, à ça. Et je pense que c'est quand même très rare. Donc, ça nous échappe. Et c'est vrai que ce qui nous échappe, la masse de ce qui nous échappe, on pourrait presque dire, est à l'aune de ce qui nous échappe de nous-mêmes. C'est ça. Je suis un peu d'accord. Exactement ça. Mais pas forcément non plus. Il n'y a pas de mathématiques. Et puis là, on est face à quelque chose d'assez inouï, de rare quand même. Hein. C'est quand même assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais des gens comme Dutroux ou Fourniret, ou parce que je me suis renseignée, avaient des amis. Dupont-Ligonnès avait des amis, hein, c'est clair. Donc, des amis qui ne savaient strictement rien. Donc, voilà, vous restez avec ça sur les bras. C'est vrai que ça vous oblige en tout cas à une réflexion, ou alors à une descente aux enfers absolue, puis totale, et c'est ce qui aussi se passe. Mais bon, je pense que ça voilà, moi ce qui m'a intéressé chez Thierry, c'est qu'est-ce que ça va générer, qu'est-ce que ça va faire surgir dans son couple. Effectivement, de vérité, de phrases. Parce que le trauma, un peu comme dans Roissy, pour ceux qui ont lu Roissy, le trauma, il associe, c'est vrai qu'il vous décompose. Un peu comme un coup de poing, hein, il vous fragmente. Et donc c'est comme si vous deviez à nouveau recomposer au fait les pièces du puzzle qui ont explosé. Et ça vous oblige à un nouveau regard. C'est un peu comme dans le cinéma, quand vous êtes habitué à voir la vie, eh bien on va dire une caméra posée comme ça, bon, ben, c'est confortable. Cet axe-là est confortable, vous y êtes bien, c'est bien la vie, là. Et puis d'un coup, paf! Et tout d'un coup, vous êtes obligé de regarder la même vie, hein, mais de cet angle-là. Et bien évidemment que si la caméra ayant tourné, ayant changé d'axe, et bien évidemment certaines choses vont apparaître, émerger, affleurer, choses que vous aviez oublié de regarder. C'est évident. Et c'est tout. À mon avis, on pourrait presque résumer tous les romans à ça. Il y a toujours cette opération-là dans un roman, chez le personnage principal.
Voilà. Vous avez Madame Bovary, le truc vraiment le roman le plus classique, un roman ultra contemporain. Il y a toujours cette caméra intérieure qui va à un moment donné s'inverser, opérer un mouvement qui fait que quelque chose va surgir d'inattendu dans la vie du protagoniste, quelque chose de stupéfiant, qui va le révéler ou pas lui-même, en tout cas qui va la métanoïa, la catharsis, qui va l'amener effectivement à libérer de lui, ou à se déconditionner, ou alors à mourir. Tout est possible à partir de là. Vous avez bien entendu. On va parler de Madame Bovary, nous, au mois de décembre, on fait un hommage à Flaubert, roman ultra contemporain. C'est très bien, cet écrivain, très très bien, parce qu'il y a plein de choses comme ça que j'aurais pas besoin de dire. Alors, on va se mettre en place un retour vers son propre passé. Je parle de Thierry. Il interroge son vécu pour reconstruire un autre chemin. Revenir à soi, en quelque sorte, éradiquer ce cauchemar, se réveiller de ses égarements. Et l'affaire policière n'est plus l'essentiel. Même si elle occupe le champ de vision immédiat, on avait dit, elle fait fonction de révélateur. Ses enfants victimes, ses petites filles victimes, elle le ramène à son enfance. Lui aussi, il n'était pas bien du tout avec sa maman. À celle de son fils. Ce couple meurtrier le renvoie au sien, et le traumatisme du moment a des traumatismes plus anciens, et il faudra bien les élucider pour renaître à soi et renaître au monde. Plus qu'une enquête, est-ce que ce roman n'est pas la quête douloureuse de sa propre histoire, avec ce heurt violent avec le présent, pour se réconcilier, quoi. Parce qu'au fond, on ne voit plus que lui, on ne voit plus que ce choc, mais ce sont les traumatismes de Thierry qui occupent toute la scène. Oui, c'est absolument ça. C'est le chemin, en tout cas, que je lui fais emprunter. Là où on pourrait s'attendre, effectivement, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un thriller au départ, c'est assez terrible. Même moi, j'ai eu du mal à écrire la descente, parce que le mal, c'est bien gentil, mais le mal absolu, c'est difficile à écrire. Et puis de frotter quelqu'un d'assez innocent à ça, c'est affreux. Donc il fallait y aller. Et j'aime aussi appeler ce roman le thriller blanc. Un thriller blanc. Parce que, comme dans Roissy, j'aime interroger la zone de survie et la sortie de la zone de survie. Et c'est quelque chose que j'aime interroger parce qu'au fait, jamais l'homme n'est plus extraordinairement puissant et développe une imagination, un imaginaire extraordinaire pour sortir du trauma. C'est extraordinaire parce que les gens sont romanesques, chaque vie est d'un romanesque pur jus dès lors qu'il s'agit de survivre et de réatteindre la surface. Et c'est vrai qu'à un moment donné, le mouvement, avant même d'attaquer le roman, il était comme ça. Alors moi, avant d'attaquer un roman, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin du mouvement, comme un chef d'orchestre, et j'ai besoin de la première phrase du roman. Et là, la première phrase, c'était un samedi comme tous les autres. Je suis dans quelque chose, voilà, une habitude, une petite musique. Tout est installé, tout est bien. Et le mouvement, je savais que j'allais aller comme ça. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais je savais que ça allait être comme ça. Et c'est assez étonnant parce que j'ai besoin de ces deux choses. Je ne l'ai pas pour le prochain. Ça fait 8 mois que j'attends et je n'arrive pas à l'avoir. Mais j'ai perdu mes 2 parents, alors je me dis, bon, allez, c'est parce que je suis dans une zone un peu justement de tremblement et de tsunami que je n'arrive pas à trouver, j'ai pas la première phrase. Et j'ai pas tout à fait de mouvement, donc je peux pas attaquer. Mais vraiment, je peux pas. Hein. Donc ici, oui, la quête, à un moment donné, c'est l'énorme question, c'est que tout d'un coup, l'horreur, face à cette barbarie, face à cette horreur, Thierry, à un moment donné, effectivement, va plonger en lui-même. Alors, ça raconte quoi, ça? Pareil, on est dans un monde, encore une fois, parce que c'est assez
qui désigne constamment l'autre comme étant coupable. Alors on sait très bien, là, dans cette société, dire et constamment désigner le mal à l'extérieur. Donc ça, c'est, je crois qu'il n'y a pas un dîner maintenant où j'ai pas quelqu'un qui dit ouais les salauds ou regardez c'est hallucinant. Et c'est toujours pointé à l'extérieur. J'ai rarement quelqu'un qui, à table, ce qui m'intéresserait énormément d'ailleurs, me dit moi je suis un putain de salaud. C'est de plus en plus rare. Et moi, bien sûr, Chalandon qui dit ça. J'aime bien ce genre, justement, il m'intéresse beaucoup lui. Et j'aime beaucoup plus les gens qui disent ça que les gens qui me racontent à longueur de temps que tel truc, un tel, machin. Parce que, tout simplement parce que j'aime plus le jeu que... voilà, je trouve qu'on se raconte moins en allant... Et que, en plus, d'aller désigner constamment des gens, force, qui sont peut-être aussi très méchants, hein, c'est possible, mais c'est pas si intéressant que ça, au fait. Et puis, la colère qu'on a contre tous ces gens, elle raconte aussi quelque chose. Donc, à force, là, c'était très classe. Là, je pose quelque chose où le monstre, il est là. C'est clair. C'est pas qu'il n'est pas là, il est là. Mais je fais quoi avec? Maintenant qu'il est désigné. Et quelque part, j'invite le monstre dans ce roman à table. Et là, ça devient intéressant. Je l'invite dans la chair. Je ne l'invite pas dans la parole, le blabla, le machin, le commentaire. Je l'invite à l'intérieur même de la maison, en fait. Hein, parce qu'à un moment donné, Thierry et Elisabeth, Thierry veut tout valdinguer parce qu'il a touché les meubles. Oui, c'est ça. Il a touché les meubles. C'est assis sur le canapé. Donc là, il y a une sorte de souillure comme ça. Voilà, c'est ça. Qui se rapproche. Est-ce que ce mal ne le souille pas quelque part, quoi? Non, mais voilà. Complètement. Et ça m'intéresse, voilà. C'est pas moi, je suis pure, voilà, comme ici, beaucoup, de plus en plus, et l'autre là-bas. Non, tout d'un coup, ça commence à devenir très vague et très, très dérangeant. Et cette souillure, voilà, il y a une tache là. Oui. La monstruosité a cohabité avec son univers familier quand même. Il riait devant une comédie à la télé, vous écrivez ça, pendant que Guy brandissait son couteau dans la forêt proche, au-dessus du corps d'Anne-Cécile. Donc, oui, est-ce qu'on n'est pas complice de cette monstruosité? Alors, il ne le savait pas, mais en recoupant, voilà, effectivement, avec le journal télé qui devient une sorte de boucle, et qui est non moins barbare, les journalistes, l'appétit des gens du village, parce que c'est deux maisons isolées qui appellent et qui veulent avoir des infos. Les journalistes macabres. Les journalistes, parce que les gens sont en appétit de petites anecdotes, de racontes. Bon, l'horreur. Donc tout ça est en train voilà, je raconte, ça c'est le début du roman, ça vient, et dès le début, Thierry, dès qu'il ouvre la porte, c'est tout début, hein, il ouvre la porte de sa maison, et je dis qu'il laisse entrer la fureur du réel. Et il s'en veut, quelque part. Il sent qu'il laisse entrer le désastre. Mais quel désastre? Point d'interrogation. Et c'est vrai qu'il y a dans ce roman, à un moment donné, une bifurcation. Il y a quelque chose qui... Alors moi, je n'ai pas envie de trop raconter ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment... Il y a des inversions constantes, au fait, de désignation, et puis de ce qui se passe pour Thierry. Voilà, il y a tout ce qui se passe chez lui, puis ensuite, quand il sort, et là, ça devient totalement différent, totalement autre, de nouveau. Et ça, c'est... j'aime bien aussi, oui, suivre quelqu'un dans sa... dans sa remontée. C'est dans son retour à la lumière, tu veux dire. Le retour à la lumière. Ça c'est complètement sidérant. Et c'est à chaque fois sidérant d'ailleurs quand j'interroge les gens, quand ils me racontent comment ils sont revenus à la surface. Moi j'aime beaucoup parler aux gens dans la rue, partout. Mais quand il arrive des drames, c'est assez incroyable. Les gens ont une... Moi j'adore les gens en fait, parce que les gens, il faudrait vraiment passer du temps à nous tous, à nous raconter.
dans ces chemins-là, parce que les gens vous racontent des histoires, mais pas possibles, quoi. Ils sont arrivés à rattraper les wagons avec, en passant par des chemins, mais hallucinants. Et Thierry va passer par des chemins hallucinants. Et presque hallucinatoires, je dirais. Voilà. Ah oui, absolument. Oui, au moment de l'ermite et tout ça, il y a vraiment des choses de ce type. Alors, quand même, à un moment donné, j'ai pensé à Dostoïevski, quand j'ai lu. Parce que le fait de n'avoir rien vu et d'avoir tout partagé, ça crée une faille, on a bien compris, et le sentiment qu'il faut tout effacer pour échapper à ce présent qui les mêle à la vie criminelle de leurs voisins. Donc, il y a une relation qui est d'amitié banale, anecdotique, elle a perdu son innocence, et ils sont, malgré eux, on vient de le dire, comptables de faits qui ne leur appartiennent pas. Et moi, ça me pose une question sur la culpabilité. Et c'est pour ça que je pensais à Dostoïevski. Parce que, quand on pense au frère Karamazov, le père a été tué. Il y a Dimitri, Ivan et Alyosha. C'est Dimitri qui va tuer. Mais c'est quand même Ivan qui, par le discours contre le père, a amené la main de son frère à tenir le couteau. Alyosha, lui, est un saint, c'est autre chose. Et je me suis demandé, en lisant ça, est-ce qu'on est plus coupable d'avoir fait ou d'avoir laissé faire, même si c'est à son insu? Énorme problème que vous posez là, Tivani. Oui, ça, je suis contente, hein, si ça peut faire émerger telle question. Oui, il y a la question énorme de... La question du mal pose la question de la culpabilité. Voilà, c'est ça. Elle pose la question du discernement, de l'aveuglement. Elle pose la question de notre... de notre responsabilité à nous tous. Si vous voulez, il n'y a pas pour moi quelque chose là, en tout cas, c'est pour moi absolument pas. Alors c'est vrai qu'on se régale de plus en plus, c'est terrible de dire qu'on se régale déjà, rien que de se régaler. Moi j'ai une copine, elle sait qu'on n'a pas la télé. J'adore ma copine, hein, par ailleurs. Mais elle sait qu'on n'a pas la télé, mon mari et moi, et donc on ne regarde pas, et on n'écoute pas les actualités. Donc elle le sait. Et donc quand il y a un tremblement de terre épouvantable, et qu'elle sait qu'on n'est pas au courant, elle ouvre la porte de notre maison, de là où nous habitons, quand elle est invitée, il a dit, alors, vous n'êtes pas au courant. Alors, elle est dans un état d'exultation quand elle voit qu'on n'est absolument pas au courant, parce qu'elle va nous raconter le truc abominable. D'accord Voilà, elle va nous raconter le truc, quoi. Que les mecs sont morts sous la terre, qu'il y a un machin et tout. Et donc, il y a tout d'un coup, mais c'est fantastique parce que moi je l'observe, j'adore, c'est quelqu'un d'extraordinaire par ailleurs. Et je me dis, mais d'où ça vient cette exaltation? Je veux dire, on est presque dans. Ça vient d'où ça? De raconter avec une telle. Voilà. Parce que c'est vraiment. Avec l'Afghanistan et les nanas lapidées, les machins et tout, c'est pareil. Il y a quelqu'un à table qui dit, hey, vous n'êtes pas au courant du dernier truc qu'on fait les mecs, c'est épouvantable. Mais en même temps, que la personne raconte ça avec une certaine forme de colère, on sent qu'il y a de la jubilation. Ah bah oui, ça raconte quoi? Ça raconte quoi cette jubilation? Et donc, la culpabilité de la monstruosité, pour moi, la monstruosité, pour moi en tout cas, elle n'est pas juste cernée comme ça, c'est pas un point à l'extérieur de nous-mêmes, absolument pas. En tout cas, je ne le sens pas comme ça. Et je sens que c'est, puis peut-être parce que j'ai été, alors on vous a fait une petite présentation, moi j'étais dans les mois à Calcutta, effectivement, donc j'ai vu des trucs, j'ai peut-être vécu très jeune des choses, en tout cas j'étais en contact direct avec la mort, avec des choses très violentes, et je pense que peut-être que, effectivement, la notion du monstrueux, je me suis retrouvée moi face à ma propre monstruosité aussi, parce qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Donc, vous enjambez un corps et puis vous vous cassez, quoi. Vous n'en pouvez plus. Et puis vous revenez. Mais en tous les cas, vous êtes face à vos limites. Et l'humanitaire, c'est ça. Hein. C'est rien d'autre. Ça vous met face à vos limites. Quand vous avez 400 personnes lépreux, tuberculose, des gamins qui meurent, qui craquent du sang, il y a un moment donné, il y a des moments où vous pétez les plombs.
Et puis il y a des moments où vous ne pétez pas les plombs. Voilà. Mais vous êtes cette chose-là. Et ça, voilà, tout d'un coup, les choses sont beaucoup plus floues qu'on ne pense. Alors, on a vu donc les taux policiers sont resserrés autour des témoins, bon, tous ces gens qui les traquent, qui sont première loge des meurtres, je fais exprès de dire loge parce que c'est vraiment le spectacle, quoi. Et les informations, ça les lâche pas une seconde. Alors là, je recentre sur Thierry et Elisabeth. Il n'y a plus aucun espace-temps où ils seront indemnes. Thierry, c'est Thierry qui devient violent, c'est sa femme qui est déprimée, tout se mélange. Et là, dans le style, vous mêlez les choses avec beaucoup d'art, je trouve. Les trous dans le jardin, les victimes, la collection d'insectes, le fils parti au Vietnam, la chienne. Il règne une sorte de folie autour de cette scène de crime. Mais curieusement, lorsque Lisa voit le drap à grosses fleurs jaunes qu'elle avait prêté à Chantal et qui entourait le corps d'une petite victime, soudain, tout bascule. Elle est imperméable aux consolations de son mari. Elle va réagir violemment quand il tente de la ramener au temps d'avant. Il lui dit cette phrase, « C'était il y a 3 jours et tout allait bien. » Et là, à ce moment-là, voici ce qui se passe. Là, je veux quand même lire un extrait. Je lui parle... Pardon. Je lui parle de jeudi dernier, quand après le dîner, elle m'a demandé de l'aider à couper les pommes en rondelles pour son gâteau, de notre balade sous les étoiles. C'était il y a 3 jours, et tout allait bien. Ce rire qui la traverse. Tout allait bien. Ne pas céder au rebond furieux qui va se lire vers le bas. Effacer le trou, le drap, la masse, la pioche, le cabanon, et toutes ces saloperies qui... Seulement, elle continue de rire en me dévisageant presque avec méchanceté. Je la regarde, pris de court. Ben oui, tout allait bien. Qu'est-ce que... Notre fils s'en va, notre chienne meurt, et tout va bien. Lisa, la vérité, c'est que moi, depuis le début, j'en voulais pas de cette maison. Je la regarde éperluée. Mais enfin, qu'est-ce que... Elle m'interrompt hors d'elle. Oui, je sais, tu vas me parler du chien, me dire que j'étais d'accord. Mais non, j'étais pas d'accord. J'étais juste épuisée, parce que tu revenais sans cesse à la charte, parce que tu ne m'entendais pas. Et regarde maintenant, regarde ce qui arrive. Ça, c'est du plus vrai que nature, quoi. Du plus vrai que nature, la révolte tout d'un coup, là. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment une réalité? Ou est-ce que le monde que nous vivons, c'est un trompe-l'œil, en fait? Parce que ce couple, il allait très bien, je suis persuadée que tout le monde les trouvait merveilleux, partout, et puis tout d'un coup, elle lui annonce qu'elle n'a jamais voulu cette maison, elle n'a jamais rien voulu, et qu'il a toujours décidé pour elle. Et ça, je suis assez d'accord avec elle, non? Alors, oui, pardon, je réfléchis. Qu'est-ce que le réel? Il y a un autre truc qui est terrible par rapport à l'autre, c'est effectivement la zone du ressenti. Je vais vous faire rire. Admettons, ça fait, voilà, ma mère, elle n'est plus là, mais moi je perdais beaucoup des choses quand j'étais enfant. Et puis au fait, ça s'est inscrit comme étant, de toute façon, même à 40 ans ou à 45 ans, elle posait ce regard systématique sur moi. De toute façon, tu as encore perdu tes clés. Alors je ne les perdais pas depuis, ça faisait 25 ans que je ne perdais plus mes clés. Bon. Alors ça, c'est une petite chose. La deuxième chose, c'est quand quelqu'un, effectivement, le ressenti de quelqu'un ne correspond absolument pas sur vous. C'est-à-dire que ce qu'il dit de vous, ce qu'il pense de vous, enfin, il vous dit à un moment donné, oui, mais toi, de toute façon, tu es bavard, par exemple. Ça peut m'arriver, ça. Moi, pendant un certain temps, je ne comprenais pas ce qu'on me disait, je n'entendais pas, je trouve ça absolument injuste. Et je trouve ça très intéressant, les moments aussi vertigineux où tout d'un coup, vous découvrez que les autres vous perçoivent d'une façon totalement différente de la façon dont vous vous percevez vous-même. Donc, il n'y a pas de jugement dans cette séquence, dans ce que je dis, dans ce moment de dialogue. Il y a tout d'un coup le ressenti d'Elisabeth, voilà, de sa femme, et Thierry qui est ahuri, parce que c'est comme s'il l'entendait pour la première fois. C'est ça, pour la première fois. Il n'a pas vu aucun signe avant, quoi. Et ça, il ne comprend pas, quoi. Pour lui,
Et ça, c'est aussi toute la violence, c'est fantastique, hein, c'est très riche, ça. C'est-à-dire que c'est pas que l'un a tort et l'autre a raison, c'est pas ça. C'est que tous les deux sont dans deux réalités différentes. Et c'est pas une question de tort ou de raison, c'est que chacun est à un niveau de conscience différent. Et chacun a pris pour, comme étant une certitude, que l'autre, il est évident que l'autre a compris qui j'étais. Et c'est pas du tout au fait dit, ça. C'est quelque chose, naturellement, il sait qui je suis. Non. Même vivant depuis des années, il ne sait pas forcément, ou elle ne sait pas forcément. Ça, c'est assez vertigineux, même avec vos enfants. Vous pouvez avoir des retours tout d'un coup, mais tu penses cela de moi. Voilà. Alors, soit c'est totalement côté de la plaque, soit ça veut dire quelque chose que vous ne voyez pas de vous-même. Parce que la façon dont on se ressent n'est pas du tout forcément adéquate à ce que nous sommes. Ça, c'est génial. Et c'est en cela que le réel est totalement mouvant. Parce que ce que j'ai de perception de moi-même n'est peut-être absolument pas ce que je suis. Énorme question. C'est pas seulement la perception que j'ai de l'autre, c'est aussi la perception que j'ai de moi-même. Donc, je suis sûre d'être cette personne, et tout d'un coup, il y a 200 personnes qui me disent « tu n'es pas ça ». En tout cas, tu ne montres pas ça de toi. Ça, c'est effrayant. On est d'accord? Voilà. Alors là, ça commence aussi, j'aime bien jouer encore avec ça. Je viens, et dans cette... effectivement, ça sort, elle explose. Et Thierry, encore une fois, dans ce couple, est innocent. Et Elisabeth est innocente. Et j'aime bien travailler l'innocence. Les gens innocents, de l'innocence peut émerger quelque chose de très violent. Voilà, c'est pas forcément... c'est juste une sorte de point de vue, de point d'ancrage qui manque, et de niveau de conscience aussi, qui fait que, on est très sincère quand on raconte ce que l'on ressent, et pour autant, on est complètement à côté de la plaque. Alors ça, moi, c'est génial. J'adore ça. Désolée, mais j'adore ça, moi, la sincérité qui est complètement à côté de la plaque. Vous avez tous été à un moment donné amoureux de quelqu'un qui fait... Et autour de vous, peut-être pas tous, j'espère, mais en tout cas souvent quand même, on a tous vécu ça au moins adolescent, les copains qui vous disent « Attends, mais ne touche surtout pas à cette personne, quoi. » Tu vois, lui, il sort avec toutes les filles du lycée, ou elle sort avec tous les... Non, moi je sais. Vous êtes persuadé d'être dans une... Mais vous en êtes totalement imprégné de cette persuasion. Et vous y allez, quoi. Et ça, c'est... Voilà, c'est tout ce qui fait, pour moi, la stupeur et le tremblement de l'existence. C'est ce moment-là. Et donc Thierry, là, Thierry et Elisabeth vont s'offrir, malheureusement, grâce ou à cause de Guy, la question encore, grâce ou à cause de Guy. C'est ça qui est... Ils vont s'offrir un tremblement et une stupeur qui va effectivement amener leur couple et amener leur existence à un énorme questionnement, quoi. Mais c'est vrai que ce roman, il va dans ce sens, il tape là-dedans, quoi. Alors, le chapitre 20, il est aussi tout à fait terrifiant, et on va aller un petit moment chez le psy, avec Lisa et Thierry. Alors, Lisa, elle raconte comment elle se sent seule avec cet homme qui pourtant l'aime, mais qui n'a pas les mots pour le lui dire. Et paradoxalement, le psy, il semble attendre qu'autre chose de cet entretien, il semble attendre quelque chose qui viendrait de Thierry. Alors, il lui raconte son dernier rêve. Cette histoire où Henri VIII, promis à la décapitation, serait gracié par le peuple. Or, ce roi était un sanguinaire ayant assassiné toutes ses épouses. Le rapprochement, il n'est pas long à surgir. Le psy dit, quelque part, au fond de vous,
Vous aimeriez que Guy soit gracié, n'est-ce pas? Thierry ne répond pas à voix haute, les mots restent à l'intérieur. Ils sont reproduits en italique dans le texte. Je suis si seule, s'il vous plaît. Faites qu'il redevienne mon ami. Et bien, est-ce que c'est pas aussi une autre chose qui se joue là, qui est le drame de la solitude des êtres? Et est-ce que l'horreur de la situation, c'est pas à ce moment-là qu'elle prive Thierry d'un ami et qu'elle leur envoie une solitude qu'il redoute parce qu'il n'est pas capable d'affronter seul sa vie et de lui donner un sens? Est-ce que le problème de la solitude ne se joue pas ici? Parce que clairement, le psy lui dit, vous avez envie qu'il soit gracié. Vous avez envie qu'il redevienne votre ami. Oui, alors bon, on va pas tout. C'est vrai que ça, c'est à un moment donné aussi de trembler. Enfin, il y a plein de moments de tremblement dans le livre. Oui. Mais c'est pas parce que. C'est ça encore. Hein. C'est pas parce que le mec a fait un truc monstrueux qu'il n'est plus votre ami. Hein. Ah oui, mais c'est ça. Ça, c'est un vrai problème aussi. Il faut faire un schéma déjà. C'est tellement simple. C'est comme quand vous avez un grand amoureux qui part, admettons qu'il vous trompe ou qui fait des choses terribles. C'est pas pour autant que vous l'aimez plus, ce serait tellement simple. Donc, si vous voulez, les tremblements, oui, ils sont partout. Et on n'est pas au fait des petits robots. Nous ne sommes pas des robots. Et je pense que vous êtes horrifiés, mais en même temps, il y a cette amitié, il y a cet amour qui perdure, enfin cet amour blessé, bien sûr, mais ça ne s'arrête pas. Le sentiment, le sentiment ne s'arrête pas. Il y a quelque chose qui... alors ça vous ramène à une solitude. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une solitude c'est ça. Oui, nous sommes à la fois du fondamentalement seuls et en même temps du très uni. Mais bon, là, c'est un moment, parce que tu lis des petits mots comme ça, des petits fragments. Mais c'est vrai que c'est un moment important du livre, mais j'interroge ça, oui. Alors, effectivement, quand on lit l'ami, au fond, on s'attend à ce que l'histoire policière prenne le devant de la scène. Elle le fait au début. Mais au fil du roman, ce qui devient essentiel, c'est l'histoire d'amour en berne des deux protagonistes. Et le couple criminel, il passe vraiment au second plan, même s'il conditionne le reste. Il est une sorte de grille de lecture du couple Thierry et Lisa, complètement bouleversé par ce drame. Mais on comprend très vite. Et Delphine, la sœur de Lisa, quand Lisa s'en va, car Lisa va s'en aller, quand elle le dit clairement, que ce drame n'a fait que précipiter une chute qui était en germe bien avant, et c'est ça qui est insupportable à Thierry. Et là, je voudrais lire, il y a un passage qui nous montre ça. Comme tu disais tout à l'heure, il est totalement innocent, il ne s'est pas aperçu de grand-chose, quoi. Alors, lecture, page 128, tu vois plus clair, super. Alors, voilà. Voilà, ça va aller. À moins que tu veuilles lire. Hein. Comme tu veux. Bah, je vais lire. Je te fais lire après. Alors, c'est insupportable à Thierry. Tous mes petits mots d'amour. Comment a-t-elle pu oser dire au psy que je n'étais pas là? Je me lève, tente une fois de plus de l'appeler, sans succès. Elle est partie. Hein. À tout hasard, j'essaie le numéro de sa sœur, Delphine, qui par miracle décroche. Quand toutefois je lui demande de me passer Lisa, elle me répond gênée qu'elle a besoin d'être seule. J'explose. 30 ans, bordel, qu'on a tout fait ensemble. Les courses, les vacances, les week-ends, et soudain ce silence au pire moment. Quand est-ce que je dois le prendre? Et comment je fais pour tenir? Thierry, tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais cela fait un petit moment que Lisa ne va pas bien. De quoi tu parles? Écoute, c'est difficile de te dire les choses comme cela, mais avant même que toute cette histoire n'arrive, elle avait prévu de passer un bout de temps chez moi. Je perds pied. Mais pourquoi elle t'avait demandé ça? Pour respirer, pour y voir clair. Je comprends pas. Écoute, c'est à cause de ces heures sup, c'est ça? Ces heures sup, mais aussi beaucoup d'autres choses qui font qu'elle a besoin de se recentrer. Tu comprends? Se recentrer. C'est elle au moins l'histoire des gâteaux de Chantal, des filles enchaînées dans la cave de Guy, des trous qui partout pullulent. Comment peut-on avoir envie de se recentrer au milieu d'une telle infection? À moins qu'elle ne cherche à me cacher la vérité. Je ferme les yeux. Je bloque ma respiration.
Je ferme les yeux, je bloque ma respiration. Alors, c'est pas fini, hein. Je laisse ça. Elle a rencontré quelqu'un, ça c'est bien, les mecs. Elle a rencontré quelqu'un, non. Alors quoi? Je l'aime, j'ai besoin d'elle. Écoute, elle a besoin de temps. Mais de temps, pourquoi? Faut que je raccroche. Je t'embrasse, Thierry. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Il a fait, en commettant ses crimes, il a explosé le confort d'une vie où régnait en fait un faux bien-être, douillet mais illusoire. Et donc, est-ce que c'est pas cet apprentissage de la douleur que vous peignez ici, le retentissement des choses sur notre conscience? Bien sûr que c'est que ça que vous faites, mais on est complètement plongé dans l'intimité de ce couple. Dieu que c'est destructeur de n'avoir pas su ouvrir les yeux. Dieu qu'il faudrait voir les signes au lieu de les interpréter. Oui, absolument, mais c'est aussi, voilà, c'est très humain, hein, ça, on avance à petits pas. Donc là, s'il s'agit du couple, Oui. il y a toute une... Bon, on ne va pas tout raconter, parce qu'il y a toute la part aussi. Il y a beaucoup d'autres espaces dans le roman, mais ce frottement, effectivement, du couple, qui... j'ai une anecdote, ça m'a fait... C'est une des rares fois où j'ai été vraiment en présence... c'était la mort d'un enfant dans un couple, un petit enfant. Et au fait, les deux étaient en face de moi, et l'un, ils avaient voulu me voir, et l'un voulait absolument garder la maison et la chambre, et l'autre voulait absolument partir. Et ils se hurlaient dessus. C'était une scène. Chacun était quand même totalement, on va dire, il n'y avait pas de position à prendre. Et ce qu'il fallait essayer de trouver, c'était le moyen de trouver une passerelle pour expliquer que l'un avait besoin. Alors les deux besoins étaient totalement antinomiques, mais au moins de faire comprendre que le besoin de l'un n'était pas là pour être contre l'autre. C'est très compliqué. Souvent, on a l'impression que parce que l'autre ne vous entend pas ou n'a pas entendu, il est contre. Il y a aussi beaucoup d'interrogations là-dessus dans le roman. Le contre, le pour. Et au fait, non, l'autre, il est ni contre ni pour, il est. Il est et il avance et il ne sait pas. Et il y a une innocence. Il y a une grande innocence qui fait mal. Mais qui n'est pas là pour être contre. C'est pas quelqu'un qui vous tape dessus avec une envie de vous taper dessus, quoi. Et dans le frottement du couple, c'est vrai que ça génère beaucoup de petites, comme ça, de petits trous, on peut dire. C'est terrible à dire, de brèches. Et c'est vrai que c'est aussi la langue du roman. On n'en a pas encore parlé, mais bon, moi, évidemment, écrire un tel roman, c'est écrire avec une certaine langue. Et à chaque fois que j'écris un roman et que j'ai un sujet, je m'intéresse à la langue que je vais emprunter, et c'est pas n'importe quelle langue. Et là, comme on en parle de l'écart, on parle de l'autre, on parle de ce qui surgit, je vais effectivement travailler une langue qui va tout d'un coup déboîter, qui va faire surgir des parenthèses, presque, des flaques presque poétiques, presque d'un ordre presque de vision. Et puis tout d'un coup, je vais m'engouffrer dans les pages d'un journal intime. Et puis je vais revenir à des pages ultra dialoguées. Donc je suis aussi dans des déboîtements, des frottements aussi de langage qui ne vont pas forcément... qui se parlent un peu dans le vide, un peu comme ce dialogue dans le psy où chacun dit des choses, mais au fait personne s'entend. Voilà, et elle est où la culpabilité là? Chacun parle, mais personne s'entend. Bon. Donc j'ai beaucoup... voilà, ça explose un peu. Hein, plus on s'approche des trous, plus on déterre en fait les gamines, et plus la langue,
elle virevolte. Oui, elle montre cette explosion intime. Ouais, Hein. c'était très important vraiment, pour moi. Vraiment. Voilà, on est tout d'un coup tout le temps, et de la même façon que ce qui va, les sentiments qui tout d'un coup reviennent, ou même les images du passé, les sensations se mêlent à des images du présent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez travaillé, quoi, qui n'est pas juste par hasard, ça ne vient pas par hasard. Voilà, donc il y a des parasols, des trous, des gamines, voilà, les gâteaux. Je lirais beaucoup plus, c'est pas du tout une critique, hein, parce que chacun se... mais c'est assez intéressant, là encore, voilà, une expérience d'écart. Moi, je le lis quand je lis beaucoup plus doucement. Et toi, tu lis beaucoup plus en force. Oui. Et ça, c'est bien, mais pour moi, c'est ça. Hein. Je veux dire, moi, j'écris, après, chacun prend la sauce. Mais alors moi, je suis beaucoup plus, quand je le lis moi, c'est totalement... je suis presque sur de l'uniforme, quoi. Il y a Thierry qui est très calme, Elisabeth très calme. Voilà, je l'entends comme ça. Mais pareil, de la même façon qu'une musique, chacun l'entend à sa façon. Voilà, mais oui. Donc il y a ce frottement-là. Alors, dans ce texte, il y a aussi une très belle réflexion sur l'absence et sur l'abandon. Quand Lisa s'en va, Thierry dit à son petit, pour l'aimer, il faut qu'elle soit là. J'ai besoin de sa présence. Il est tout le temps dans le besoin. Tout est dit. L'absence de Lisa, ça renvoie, quoi, mais à tous les membres de sa vie. Et sans doute à sa propre absence dans la vie de sa femme, qu'il est exilé en pleine campagne, avec 2 voisins, le fils parti, le chien mort, le voisin qui s'est coupé du monde ordinaire, on l'a vu. Et voilà, on peut plus combler, le voisin ne peut plus combler le vide de leur vie. Il y a aussi son absence à l'usine, ça m'a beaucoup frappé, ça. Ce que tu dis de l'usine, son absence à l'usine, où sa DRH lui dit, et il tombe des nues, qu'il ne semble pas voir les autres. Pourquoi tout garder à l'intérieur? Pourquoi ne jamais rien partager? Là, on est bien au-delà du roman. Au-delà de... Chacun dans cette salle est en train de se dire la même chose, hein, par rapport à sa vie. Pourquoi ne jamais rien partager? Il y a son frère qui ne le rappelle jamais. Eh bien, Thierry va devoir revivre tous les abandons qui ont jalonné sa vie, parce que s'il ne revit pas ces abandons, il ne sera jamais capable d'être en mesure de donner l'amour dont il a été privé. Il faut qu'il comprenne ça. Et là, justement, j'aime beaucoup ce que tu écris, page 132. Y a-t-il eu un moment dans votre vie, c'est le psy, hein, où la présence de quelqu'un vous a terriblement manqué? Pourquoi est-ce cette image qui remonte? Pourquoi celle-là, parmi les milliers d'autres que je porte en moi? Ma mère, dos à moi, le corps légèrement penché en avant, et moi, quel âge? 6 ans, 8 ans, les genoux repliés sur mon lit, la suppliant de venir me consoler. Mais c'est comme si elle ne m'entendait pas, comme si elle ne me voyait pas. Alors je me mets à sangloter. Elle ne bouge toujours pas. Combien de nuits à l'implorer, avec cette peur qui ne cesse de grandir dans ma tête d'enfant. Cette peur qui me chuchote qu'elle est peut-être morte. Ou alors moi, l'enfant qu'elle ne voit plus ni n'entend plus, et dont le fantôme erre dans cet appartement. Oui, c'est moi qui suis mort, peut-être. Alors ce passage, je le trouve absolument magnifique. Est-ce qu'on guérit des blessures de l'enfance et quand l'abandon a creusé son vide en nous? Comment apprendre la présence à l'autre? Comment être attentif à ces signes quand l'abandon a creusé ce vide en nous? Jean Ferrat chante une chanson, il dit « Nul ne guérit jamais de son enfance ». Eh bien moi, je pense que là, on est dans cette réflexion-là. Et je pense effectivement que Ferrat a raison, et c'est pas loin d'être ce que vous dites. Bah, oui, c'est le mouvement qu'emprunte ne guérit jamais de son enfance. Ouais. Disons que c'est des questions énormes. Hein. Elle me pose des questions absolument énormes. C'est comme si je devais répondre en fait à la totalité de la résilience du monde. Moi, j'ai écrit sur un personnage. Ah oui, mais il faut bien qu'on se parle. Hein. C'est vrai. Mais en même temps, j'aime bien aussi, il faut peut-être un peu leur laisser découvrir. Non, mais ça c'est déjà le truc. Ils ont tous lu. Hein. Et ceux qui ne l'ont pas lu,
je dis rien, hein, je suis obligée d'interroger Tiffany sur ce livre, autrement on se met toutes les deux devant une table et on les vend, quoi. Non, mais c'est parce qu'il faut... Et enfin, il reste beaucoup de... Il y a énormément de choses qui sont pas dites. Et j'ai posé que 17 questions, il y en a 10 000. Non, la question de l'abandon, je pense que ça traverse un peu tous les romans. L'abandon de quoi il y a plusieurs... Oui, il y a toujours des abandons. L'abandon... alors là, effectivement, il y a cette image de cette mère, mais quelque part, il a été abandonné aussi. Il est d'abord primordialement abandonné par cet ami au départ de ce roman, trahi, parce qu'on parlait de... Il y a cette trahison de l'être aimé. Oui. On pourrait aussi dire cela. Et c'est un abandon, la trahison. C'est un immense abandon. Donc, évidemment, qu'il va repasser par cette case. Quand vous êtes, de toute façon, quand vous êtes à ce niveau-là de trahison et de stupeur, on va dire que toutes les cases de toutes les douleurs, vous allez passer par vous allez replonger dans toutes les... Effectivement, l'abandon, la violence, la mort, tout ça va vous travailler, va vous labourer, parce qu'un ami qui vous fait ce coup-là et qui vous laisse avec cette douleur-là et cette horreur, cette épouvante-là, vous êtes acculé à quelque part, c'est presque la tragédie grecque, hein. Vous êtes acculé à traverser et à retraverser presque toutes les dimensions de la douleur du monde, parce que c'est intenable. C'est intenable. Voilà, et puis donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a cette part de la mère, évidemment, enfin pas évidemment, hein, mais il y a la part de cette image-là, il y a le frère, il y a tout ce qui va à un moment donné entourer, cerner Thierry. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Thierry, c'est bon, voilà, jusque-là, il ne s'était pas posé beaucoup de questions, voilà, c'est tout. Enfin, il n'avait pas fait de chemin, en fait. Il avait fait un chemin, c'est un type, voilà. On est vraiment sur... il réparait des machines. Il réparait quand même. Il réparait. Et il est vachement doué. Et ça encore, ça fait partie du génie d'être humain, de trouver des lieux comme ça où, sans le savoir, parce que l'on n'est pas conscient, et même moi, j'en étais pas consciente. En écrivant? Non. C'est quelqu'un qui m'a sorti ça, il m'a dit, mais quand même, il répare des machines. Bah oui, à réparer, oui. Et donc, au fait, il y a quand même. Oui, et il passe sa vie à réparer quand même. Or, tout le roman, c'est cette réparation quand même. C'est cette blessure totale et cette réparation. Donc, j'avais pas fait le lien. Donc, vous voyez, comme quoi on est très innocents aussi, les écrivains. J'avais pas fait non plus de passerelle avec Roissy, alors qu'il y a une énorme passerelle. Bah oui. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est... alors, pour ceux qui ont lu Roissy, on est sur une femme dans un aéroport qui a perdu sa mémoire et qui se déguise en voyageuse à l'SDF pour échapper au contrôle de sécurité. Ces SDF, ils existent pour de vrai dans la vie. Ils sont pas nombreux, ils sont un ou deux, on les appelle les indécelables. Et donc moi je pose ce personnage de femme qui est dans une survie absolue, parce qu'il est évident que si elle se retrouve à vivre dans cet aéroport de Roissy en se déguisant en voyageuse pour échapper au contrôle de sécurité, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de terrible. La particularité dans Roissy, c'est qu'elle ne se souvient de rien. C'est ça, oui. Là j'interroge plus l'identité. Oui. Là aussi on est assez hystérique sur la question de l'identité dans notre monde. Donc là, je monte les curseurs à fond dans ce roman, puisque j'interroge la question de l'identité en disant si on a perdu la totalité de sa mémoire autographique, qui est-on? Voilà, donc c'est la question qui va la poursuivre. Mais elle est dans une bulle. Elle est dans une bulle de survie, et toute la question va savoir
dans ce roman, c'est est-ce que je sors de cette bulle et je laisse la mémoire revenir avec ce qu'elle m'a comporté d'horreur, ou est-ce que j'abandonne définitivement la surface et je rejoins l'amnésie totale et j'échappe à la douleur. Ça, c'est Voici. Dans L'Ami, je n'avais absolument pas conscience qu'au fait, je suis avec un personnage masculin qui se retrouve presque avec cette question-là sur les bras. C'est est-ce que j'efface totalement ce qui se passe. C'est vrai qu'il est poussé, hein, le pauvre. Il est quand même envahi, il va se passer beaucoup de choses. Mais est-ce que je fais une sorte de barrage total et je fais comme si rien n'était arrivé et je continue? Il a cette envie-là, puisque je continue et je mets juste un mur de bambou entre moi et la maison des voisins, ou est-ce qu'à un moment donné, je me laisse littéralement traverser par ce qui arrive. Et quelque part, je ne survis pas, mais je sors de cette survie pour vraiment... je monte sur le ring, quoi. C'est un peu comme elle. Et je prends l'horreur en pleine face. J'affronte. Et c'est étonnant, hein, c'est... J'accepte enfin. Je ne sais pas si j'accepte, c'est pas la question, hein, je me coltine. Accepter, c'est autre chose. Et, en tout cas, je le coltine. Déjà, il y a des réponses justes parfois qui s'opèrent juste dans le positionnement. C'est-à-dire déjà décider de se coltiner la merde. Ça ne veut pas dire que vous allez vous en sortir, que vous allez trouver, mais déjà dire ok, je me positionne face au truc. Je ne me détourne pas. Et les deux romans masculin-féminin, hein, c'est étonnant ça. C'est étonnant. Moi, je trouve pas ça très étonnant, en fait. Non, mais non. Moi, je m'interroge beaucoup parce qu'il y a le troisième, je pense qu'il y a une trilogie presque. Et donc, je m'interroge beaucoup sur ça. Ce personnage, relisez les dernières pages de Roissy, il pourrait être la suite d'un personnage qui était là. Mais ça, je ne vous le dis pas en interview. Je t'en parlerai tout à l'heure. D'accord. Parce que je ne sais pas si si tu veux en parler, quoi. Alors, on assiste à la résurrection de Thierry. Je ne dirais pas comment ça se termine, si tout va bien. On assiste à la résurrection de Thierry qui est revenu à la ferme où brille encore l'enfance. C'est vous qui écrivez ça, hein. Retour aux sources comme une incantation pour rapatrier, construire un bonheur tout neuf, loin de tout ce qui l'assaille. Il attend une réponse de cette source où il est venu boire, enfin métaphoriquement. Hein. Et il vient, cette réponse, par la voix d'une vieille femme, vous dites aux grands yeux couleur lavande, qui a connu son grand-père. Par aussi les deux gifles d'un ermite qui le renvoie à la lumière. Et sur le chemin du retour, le puzzle Abdan, dont je ne vais pas parler, se reconstitue. Maintenant, Thierry a la force de se souvenir. L'ami disparu, Abdan, l'ami retrouvé, Guy. Là aussi, il y a des interrogations. Si son fils ne décroche pas le téléphone, son frère l'appelle, et son frère va lui raconter une histoire, et il va apprendre qu'il n'est pas tout seul, quoi. Son frère va lui raconter une histoire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la sienne, et je voudrais juste lire, pas l'histoire, juste lire ça. Bon, d'accord. Bon, on va finir d'abord là. Cette éruption de la lumière, je voudrais ne plus bouger, goûter encore et encore à la joie de ces retrouvailles avec mon frère, nager à jamais dans les eaux bleues de sa présence. Ça, c'est la phrase que je préfère. Nager à jamais dans les eaux bleues de sa présence. Ça, c'est vraiment une très belle phrase. Donc, ce frère va raconter quelque chose. Et est-ce que, à ce moment-là, on peut parler de rédemption? On peut dire que tout ce qu'il a vécu ici, il a la force enfin de revivre les choses, il a la force enfin de se remettre en question, parce qu'à la fin, ce frère qu'il n'a pas pris dans ses bras il y a tellement de temps, et ben voilà, quoi. Donc il y a quelque chose qui est... C'est vrai que les autres nous donnent la mesure de ce que nous sommes, mais la résurrection de Thierry, enfin ce retour à ce qu'il est enfin vraiment, il est magnifique. Alors, je ne prononcerai pas le mot de résurrection. Pas résurrection. Rédemption non plus.
c'est lent, c'est très lent. Oui. C'est aussi fragmenté au fait que le désastre, la remontée. Et c'est par des toutes petites, ça s'opère par des toutes petites, pareil, des trouées de lumière. Et c'est vrai que ce frère, il arrive comme ça, comme quand on réemprunte ces chemins, il y a des choses qui sont un peu, qui tombent un peu, qui apparaissent, soudain, des bifurcations des chemins qui s'ouvrent à nous, des envies aussi, parce que il y a aussi une autre chose que j'aime, moi, dans le désastre, c'est qu'on devient très libre. Parce qu'à quoi bon? On a tellement l'impression d'avoir vécu le pire, que tout d'un coup, on a la force de faire des trucs de dingue. Et on a tout d'un coup des impulsions assez libres, au fait. Voilà, ce moment avec le frère, c'est une impulsion. Et c'est pas mal, au fait, d'avoir des impulsions. C'est dangereux, ça peut être complètement naze, mais c'est pas mal. Et c'est pas du tout, en tout cas, quelque chose qui lui ressemble. Et il va se passer effectivement quelque chose avec ce frère, voilà. Il y a plein de personnages, en fait, qui parcourent le roman, plein. Mais c'est normal parce que il était dans sa maison, et à partir du moment où le désastre s'opère, il s'ouvre, en fait, quelque part, malgré lui. Mais ça veut dire quoi s'ouvrir, hein? C'est-à-dire, on pourrait écrire 1000 romans sur une ouverture. Mais là, avec Thierry, l'ouverture, ça donne effectivement tout d'un coup les rencontres, dans tous les sens. Des morceaux, des bribes. J'aime beaucoup les bribes aussi. Alors, il y a une histoire, là, tout d'un coup, qui fait sens. Mais voilà, il y a plein de carrefours. Ça pullule, quoi. C'est comme si la vie, et ça j'y crois, là pour le coup, à partir du moment où vous vous inscrivez dans la réception et l'accueil de la vie, elle vous donne à bouffer des milliards de possibles. À partir du moment, parce que c'est puissant la vie, et donc à partir du moment où vraiment vous êtes, vous ouvrez à elle, il y a quelque chose ça commence à pulser, quoi. Et très bizarrement pour moi, le début du roman, qui est quand même assez noir, qui pulse, ça pulse, c'est un roman, même moi quand je le lis, je l'ai relu récemment, je le relis d'une traite, ça pulse, ça pulse vers le bas, mais ça pulse encore plus vers le haut, pour moi. Mais j'étais étonnée par ça. Bizarrement, je me suis même fait avoir, c'est-à-dire que le côté thriller, le côté terrible, les ténèbres, en fait, qui vous happe par le fond. Là, il y a un côté, même moi, je veux savoir, il y a quelque chose d'étrange, de terrible, mais finalement, dans la remontée, ça va dans tous les sens, mais ça pulse encore plus vite pour moi. Et ça c'est un beau cadeau d'écriture, pour moi, et d'inspiration aussi. C'est que ça vous chope la lumière, ça vous agrippe, et ça vous fait, mais alors ça vous ballotte, et à partir du moment où vous êtes OK, ça vous propulse avec une violence, et je vais te faire rencontrer machin, et tu vas te retrouver là, et ça fait partie aussi de l'enjeu. C'est arrivé dans l'écriture, ça. C'est arrivé dans l'écriture que et au fait, on ne voit pas ça souvent dans les romans. On ne voit pas ça souvent. Donc ça aussi, ça m'a intéressée. C'est que généralement, vous avez à la toute fin une petite phrase « et ils vécurent avec beaucoup d'enfants, machin ». Vous avez quand même. Il y a peu tout le roman. Non, vraiment, j'en lis beaucoup, autant que toi, sans doute. C'est pas ça, c'est que où ça prend le temps de vraiment travailler l'écriture, de la remonter. Voilà, non, c'est pas vrai. C'est souvent 1, 2, 3 pages. Et là, mais c'est pas 1, 2, 3 pages. On est à plus de 100, plus de 150 pages. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait 150 pages? Et ça pulse. Alors, là, on est vraiment pressé, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête. Je vais poser une dernière question. Oui, bien sûr. Et on va poser une dernière question, alors la reconstitution, parce que quand même, je voudrais terminer sur l'œil de Thierry, de Guy.
La reconstitution, c'est l'ultime face-à-face de Thierry et de Guy. Il y a un affrontement pas possible. Et là, il va frapper Guy. Vraiment, il va le détruire. En fait, il déchire tout ce qu'il n'a pas pu voir, tout ce qu'il aurait dû voir avant. Et donc, ici, il va se retrouver vraiment en garde à vue parce qu'il a frappé Guy. Et plus personne ne veut le voir. Le psy dit que ça va, la police le relâche, tout est fini, tout peut recommencer. Mais il est obsédé par cette deuil de Guy, qu'il garde dans la tête, et il se dit qu'il lui reste un dernier acte à accomplir. Et moi, j'ai trouvé que le sens du roman, il passait aussi par ça. Un dernier acte à accomplir, celui qu'il lit dans l'œil qui est intact de Guy, comme si Guy lui passait un message, presque innocent d'ailleurs. Ce regard va lui en rappeler un autre, celui de Claridge. Claridge qui avait été humilié autrefois. Alors, vous le lirez, vous verrez. Et donc, en cédant, je ne vous raconte pas la scène, mais en retournant voir Claridge, il retrouve le chemin des autres, il abat sa forteresse, et surtout, il pleure toutes ces larmes qui n'ont jamais coulé. Et vous écrivez, toutes ces larmes que je retenais et qui t'ensevelissaient. Et il pleure même Guy, parce qu'il n'est plus à craindre puisque la rédemption est là. Guy, c'est fini, il n'y a plus à craindre Guy. Alors, ma dernière question sera, le titre, l'ami, est-ce qu'il ne prend pas ici tout son sens? Et ce qui demeure après toute cette terrible affaire, est-ce que ce n'est pas la compassion de Thierry? Est-ce qu'au fond, on peut cesser d'aimer quelqu'un qui a été véritablement un ami? Je suis contente d'entendre ça parce que il n'y a pas beaucoup. Je suis très contente. Moi, c'est une question que je me pose. L'écriture de ce roman m'a fait poser cette question. Et j'ai pas envie de répondre à cette question. J'ai envie de... J'ai écrit. Et je laisse... J'aime en tout cas l'entendre, cette question. J'aime que déjà... alors là, vraiment, je me dis, tiens, j'ai bossé, si quelqu'un se pose cette question, c'est bien. Voilà, c'est ça, au fait, écrire. C'est générer des questions. Et cette question, elle est tellement énorme. La réponse n'est pas forcément dans... moi, j'ai ma réponse. Voilà. Mais ce qui est important pour moi, c'est très, très, très important, cette question. Elle est énorme. Et je pense que si déjà elle peut être suscitée, la question, ne serait-ce que par l'écriture, c'est que the job is done, pour moi. Après, voilà, il y a des passations, quoi. Moi, j'ai fait c'est écrit, et voilà. Si cette question peut émerger, il y en a d'autres, évidemment, mais celle-là, elle est assez énorme et nécessaire, et pour moi essentielle. Parce qu'à partir du moment où ça pose, voilà, on n'est plus tout à fait au même endroit. Et du coup, on ne traverse plus le monde, je pense, de la même façon. Surtout notre monde, je continue. On est quand même aujourd'hui là, dans un monde très particulier. Voilà. Donc, je n'ai pas envie d'y répondre, j'ai ma réponse. Mais je suis contente de l'entendre poser. Donc c'est bien. J'aime bien finir là-dessus. Merci beaucoup, Tiffany. Merci, Charlotte. Merci beaucoup d'être venue parmi nous et d'avoir eu cette chance.